En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit Jérôme Duval de CADTM, une structure qui lutte pour la remise des dettes aux États. Bonjour, Monsieur Duval. Bonjour. Comment se passe le séjour burkinabé? Ça se passe de toute façon tout à fait merveilleuse parce que pour moi c'est un séjour particulier vu que j'étais là étant enfant. Donc c'est un petit peu un retour aux sources et en même temps il y a le volet un peu plus politique puisque j'ai la chance de m'entretenir avec des acteurs locaux impliqués dans des mouvements sociaux, dans la lutte contre la dette, des journalistes d'investigation. Et donc c'est un séjour très très enrichissant. Vous avez quitté le pays, le Burkina Faso, à l'âge de 11 ans. Vous voilà de retour au pays des hommes intègres. Comment vous voyez l'évolution du pays? J'ai l'impression que le Burkina Faso reste encore, hélas, dans des problèmes structurels importants. J'ai aussi remarqué que la population reste assez éveillée politiquement. J'ai l'impression que l'héritage de Thomas Sankara est toujours présent pour une grande partie de la population et ça fait très plaisir à constater. Il y a une conscience politique particulièrement élevée, c'est mon impression, ici au Burkina Faso, et c'est agréable de constater cet éveil de conscience. Quand on parle avec des gens sur la situation du pays, très souvent on aborde des sujets politiques et de manière tout à fait sensée et intéressante. Donc j'ai appris beaucoup en parlant avec les Burkinabés autour de moi. C'est avec des yeux d'enfant, 11 ans. Aujourd'hui, la ville a beaucoup évolué. Ouagadougou, certainement, a changé. Oui, alors mes souvenirs sont très faibles. J'ai pas peu de souvenirs de mon enfance de 11 ans, mais oui, je crois que la ville s'est agrandie, des nouveaux défis à apporter. Et en réalité, j'ai pas énormément de souvenirs, mais je me rappelle quand même de plus d'ambiance, de chaleur humaine, de nos voyages avec mon père, mon papa ethnologue en pays Burundi, des échanges avec les enfants dans le village, de l'école ici à Saint-Exupéry, de coopérants blancs, où on percevait déjà à l'époque, donc il y a près de 40 ans, bientôt 40 ans déjà, on percevait des restes toujours palpables de néocolonialisme, puisqu'en tant que coopérant, on a des salaires beaucoup plus élevés pour le même salaire que pourrait faire un travail égal à un Burkinabé. Donc oui, ça c'est des images comme ça qui m'ont marqué, des inégalités très fortes qui sont toujours là, mais je retrouve les ambiances, les odeurs, les couleurs, la chaleur humaine. Le Burkina Faso aujourd'hui, un homme vous a fasciné dans la conduite des affaires, Thomas Sankara. Pourquoi cet homme vous a-t-il marqué? Alors Thomas Sankara est un personnage incontournable quand on est dans la lutte comme mon organisation pour laquelle je travaille. Contre les dettes illégitimes, c'est un personnage incontournable puisqu'il s'est rendu célèbre, vous le savez, vous tous burkinabés mieux que moi, grâce à son célèbre discours devant l'OUA où il a appelé à un front uni des pays contre la dette. Il a été assassiné quelques mois après ce discours. Effectivement, c'était un discours fort qui a dû faire un peu peur peut-être certains, les créanciers, les grosses structures financières, parce qu'effectivement si un jour il y a une volonté politique au niveau de plusieurs États de se regrouper pour faire face aux créanciers et à cette dette illégitime, là ça peut remettre beaucoup de choses en question et ça peut être très embêtant pour le système capitaliste actuel. Thomas avait mis le doigt là où ça faisait mal, la dette, le rapport entre colonisateurs et colonisés. Il avait voulu dire que d'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas de dette, vu ce que l'Afrique a subi. Est-ce que sa lutte pouvait aboutir? Je crois que, il a été assassiné, comme vous savez, donc ça a dû mettre un terme à sa révolution, mais en l'espace de peu de temps, puisqu'il est resté finalement peu de temps au pouvoir, il a fait énormément de choses. Et donc je crois que la volonté politique, quand elle est présente,
permet d'aboutir à des avancées, comme ça a été le cas ici au Burkina Faso, des avancées remarquables. Il aurait été encore en vie, il n'aurait pas été assassiné, comme beaucoup d'autres leaders africains, je pense à Patrice Lumumba, il y en a beaucoup d'autres. On serait peut-être dans un autre monde, effectivement, aujourd'hui, dans ces pays-là. Mais c'est sûr aussi qu'un pays isolé, même avec une volonté forte, c'est très difficile dans le monde mondialisé dans lequel on vit d'avancer réellement, d'aboutir à des avancées dans une mondialisation telle qu'on la connaît. C'est pour ça que Thomas Sankara appelait un front uni de pays pour pouvoir être solidaire face à un même ennemi. Il disait les ennemis des populations africaines sont les mêmes ennemis que connaissent les populations d'Europe. On a le même ennemi et donc ces peuples-là doivent s'unir contre ce même ennemi. Aujourd'hui, d'autres combats naissent, tels que la lutte contre le franc CFA, et une jeunesse africaine qui veut s'émanciper, qui veut réclamer plus de liberté par rapport à l'Occident. Est-ce que cela est faisable? Un système bien ficelé qui est là, qui a ses règles et qui veut maîtriser le monde? Oui, moi je pense que des alternatives sont possibles. Il y a Margaret Thatcher disait qu'il n'y a plus d'alternative possible pour sauvegarder le système capitaliste. Son mantra en anglais "There is no alternative, Tina" est toujours présent, circule dans le système, dans les médias dominants et commerciaux, pour dire qu'il n'y a pas d'alternative au système capitaliste, mais c'est évident qu'il y a des possibilités d'agir autrement. Thomas Sankara était un exemple, mais il y a d'autres exemples. Quand on voit, il y a des exemples de pays qui affrontent leurs créanciers et qui arrivent à mettre en place d'autres modèles de fonctionnement politique. La première bataille à mener, c'est de prendre conscience que oui, on peut changer les choses. Après, c'est pas facile, mais c'est possible. Et quelle devrait être la part de la société civile dans cette lutte? Parce qu'on entend peu la société civile en Afrique par rapport à cette question de la dette. On pense que c'est un problème de l'État. Est-ce que la société civile a un rôle à jouer? Elle a un rôle fondamental en tant qu'acteur représentant justement la population qui est la première concernée, qui est la première qui subit les conséquences de ces politiques. Et donc elle a un rôle à jouer au-delà des élections et du bulletin de vote. Elle a un rôle de contrôle, de veille citoyenne en cas de dérive politique, parce que souvent les hommes politiques sont élus sur un programme qu'ils n'appliquent qu'en partie ou pas du tout. À la population de dire de remettre en cause ce gouvernement s'il agit de façon contraire au mandat qu'on lui a donné. Justement, le gouvernement contracte les prêts sans tenir compte du point de vue des autres. Est-ce que la société civile pourrait jouer un rôle en recadrant un peu ou en arbitrant certains prêts que nos États prennent, par exemple? Oui, tout à fait. Nous, on promeut donc l'établissement d'audit citoyen de la dette. Comme vous disiez justement, il y a des prêts qui sont contractés par les gouvernements sans le consentement de la population. Parfois, c'est très important parce que ça implique des politiques qu'on appelait des politiques d'ajustement structurel, qui engagent les générations futures. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir un œil sur d'avoir un droit de regard sur ces politiques qui sont liées aux prêts consentis au gouvernement. Et au-delà de ça, je pense qu'il est important d'établir des commissions d'audit citoyen de la dette pour que la population qui a envie de s'impliquer, qui se sent réellement concernée, puisse avoir un droit de regard sur ces prêts contractés, savoir qui doit réellement à qui, puisque c'est parfois trompeur, et est-ce qu'on doit réellement rembourser? Est-ce qu'il est légitime de rembourser quand on a une grosse partie de la population qui n'arrive pas à se nourrir suffisamment, à se loger de manière adéquate ou à être scolarisé comme il devrait l'être? Il est bon de revoir la légitimité de la dette. En droit international, on estime que les besoins fondamentaux que je viens de citer, de logement, de nourriture, d'éducation, passent en priorité devant n'importe quel autre besoin. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en application quand on parle de remboursement de la dette. Et parfois, dans bien des cas, la dette est illégitime puisqu'elle a servi à payer des contrats d'armement qui ont réprimé la population, ou alors elle a été
contractés à travers des plans d'ajustement structurel qui ont appauvri la population, qui ont été imposés aux populations, qui ont été imposés aux populations en l'appauvrissant, en privatisant les services et en augmentant les tarifs de ces services, comme le carburant actuellement au Burkina Faso. Je ne connais pas les détails de cette affaire, mais ça y fait penser. Donc, je ne sais pas si le FMI est derrière cette hausse-là en particulier, mais ça serait intéressant de creuser sur cette voie-là. Et donc oui, il faut remettre en cause une grosse partie des remboursements qui devraient passer après, dans tout état de cause, après la satisfaction de ces besoins fondamentaux. Et si on parle de dettes légitimes qui a réellement servi la population, ce qui est en général une très faible proportion pour construire des écoles, des infrastructures nécessaires, de toute façon, il devrait y avoir l'établissement d'un audit citoyen pour vérifier qu'elles soient réellement légitimes et que les services fondamentaux ont bien été respectés en priorité. Vous êtes maintenant au CADTM qui lutte pour la remise des dettes aux États. Parlez-nous de vos combats. Qu'est-ce que d'abord cette structure et quels sont les combats que vous menez dans cette structure? Donc le comité pour l'abolition de la dette du tiers-monde est né dans les années 1980, donc ça fait plusieurs décennies qu'on travaille contre les dettes illégitimes. Le CADTM donc a changé de nom récemment. On a enlevé l'appellation tiers-monde et on se dénomme maintenant le comité pour l'abolition des dettes illégitimes, tout en gardant le même sigle. On est maintenant un réseau présent dans une trentaine de pays. Les derniers arrivés il y a un nouveau groupe au Mexique depuis très peu de temps et il semble qu'il y ait des militants qui s'impliquent de manière très approfondie à Porto Rico. Donc ça c'est les dernières nouvelles du réseau CADTM, donc un réseau international dont le secrétariat international est basé en Belgique et au Maroc. C'est un secrétariat international partagé puisqu'on voulait avoir une représentation aussi au sud. Pour nous, il est très important de travailler avec des mouvements sociaux pour remettre en cause ces dettes illégitimes et établir des rapports, publier des articles, essayer d'animer des ateliers, d'élever la conscience politique face à ce problème-là, d'avoir éventuellement des contacts avec des gouvernements, des membres d'organisations politiques qui veulent influer dans le bon sens du rapport de force contre les créanciers en ce qui concerne cette dette illégitime. Vous avez parlé du Maroc, est-ce qu'il y a d'autres pays africains et quel a été l'accueil de ce groupe-là, de cette structure dans ces pays africains? Donc oui, il y a plusieurs membres du CADTM en Afrique, même ici au Burkina, il y a des activistes que j'ai finalement peu rencontrés, hélas, parce que le planning des uns et des autres était chargé. Et bien, il y a un CADTM Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, et j'en oublie, au Congo-Brazzaville, Kinshasa et d'autres. Donc il y a effectivement un réseau qui se développe au Mali aussi, j'oubliais le Mali, Sénégal, Mali. Donc c'est parfois embryonnaire, mais il y a un réseau, un réel. Vous parlez d'activistes et quel a été le regard de l'État, par exemple au Burkina ici? Donc là, je préférais que mes amis activistes du CADTM Burkina Faso s'expriment sur cette question-là. Toujours est-il qu'il semble, donc là je parle en mon nom personnel, il semble que le Burkina Faso a laissé de côté cette question de la dette depuis tout ce qu'a fait Thomas Sankara sur cette question-là. Et c'est attristant, affligeant de voir ça parce que le Burkina Faso est très endetté et n'avance pas dans la bonne direction à mon avis à ce niveau-là. Vous pensez que le combat peut être gagné? Qu'est-ce que concrètement sur le terrain vous avez comme acquis dans d'autres pays où vous avez lutté? Est-ce qu'il y a eu des remises de dettes? Il y a des résultats palpables, encourageants? Le premier résultat palpable encourageant, c'est de voir que des militants s'insurgent, se mettent debout sur cette question-là contre toute forme d'oppression à travers la dette, que ce soit une dette qui touche les femmes, que ce soit une dette qui touche les aspects écologiques ou financiers. Ça, c'est la première grande satisfaction. Ensuite, il y a eu effectivement des victoires de remise de dette. L'histoire nous montre qu'il y a énormément de cas de suspension de paiement de la dette, souvent dans des rapports de force importants avec les gouvernements, avec les créanciers. On peut citer un exemple récent où en Grèce,
qui a été très touché, comme vous savez, par la dette, est entré en crise profonde. Le CADTM a participé à un audit important à la demande de la présidente du Parlement grec, et ce travail a été fait. C'était un travail important, donc qui a été remis au gouvernement. Hélas, le gouvernement n'en a pas tenu compte. Par contre, ça a fait prendre conscience à beaucoup de Grecs que cette question était centrale, et beaucoup le savaient déjà, évidemment, mais ça a donné des outils, ce rapport a donné des outils de compréhension pour analyser cette situation. Et dans d'autres pays, je citerai rapidement seulement le cas de l'Équateur, il y a eu là aussi un audit qui a été fait avec la participation de CADTM, du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, qui a abouti, avec le gouvernement de Rafael Correa, à une forte annulation de la dette, et qui a permis à une hausse spectaculaire des services de santé et d'éducation. Hélas, le temps a passé depuis, l'Équateur a commencé à se réendetter à nouveau et retombe à nouveau dans le même piège de la dette. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence au niveau de l'Afrique? Pourtant, l'Afrique compte les pays qui ploient sous la dette. On retrouve la plupart des PPTE en Afrique. Les termes étaient donnés pour les pays pauvres très endettés. Qu'est-ce qui est fait pour l'Afrique? La question en Afrique est difficile, notamment parce que pour l'Afrique francophone, on est dans un système de France-Afrique où la France installe ou aide à maintenir au pouvoir des dictateurs qui sont complices de cette dette, puisque via la corruption, ils en profitent, et tout le système politique autour de ces gouvernements dictatoriaux en profite. Et donc, le manque de démocratie en Afrique est un frein important pour résoudre cette question de la dette. Puisque quand on parle de dette, on parle aussi de corruption. C'est à mon avis l'envers de la même monnaie. D'un côté, il y a la dette, mais de l'autre côté, il y a la corruption. Quand on endette un pays, on va pas dire seulement oui, mais c'est la faute, c'est les créanciers qui sont responsables de la situation. Non, c'est aussi les gouvernements qui contractent cette dette et qui sont souvent corrompus à un haut niveau et qui profitent de cette dette. Il y a des exemples flagrants. On peut citer Mobutu, par exemple, qui est parti avec un montant équivalent à la dette extérieure totale de son pays, et qui a acheté des villas sur la Côte d'Azur. Donc, comme beaucoup d'autres gouvernements africains, ils profitent de cette France-Afrique. Donc voilà, il y a des exemples comme ça qui marquent l'histoire. Jérôme Duval, il y a aussi le fait que les populations ignorent l'existence même de ces dettes. Est-ce que c'est sciemment fait? Les accords souvent sont pas rendus publics, et peut-être peu sont alphabétisés, ils n'ont pas cette possibilité d'avoir l'information. La société civile pourrait un peu éveiller les gens dans ce sens. Il y a un manque de transparence flagrant, et je crois que ça c'est dans tous les pays plus ou moins, quant au contrat d'endettement et les relations qu'on a avec le fonctionnement des institutions financières comme le FMI, la Banque mondiale est finalement très opaque, le club de Paris aussi, c'est le club qui regroupe les pays créanciers les plus riches de la planète. Ce sont des institutions qui fonctionnent de manière très opaque, et il est important pour les populations d'avoir accès à ces informations pour savoir de quoi il s'agit. On parlait des plans d'ajustement politique qui sont liés au contrat d'endettement, les fameux plans d'ajustement structurel qui ont changé de nom successivement, mais tout en gardant le même contenu. Ces politiques, c'est des politiques qui concernent l'économie d'un pays, qui sont donc très importantes à connaître, à prendre. Mais la population ne sait pas que quand le pays va s'endetter de 1 ou 2 milliards, il va y avoir en même temps des demandes de privatisation du service d'électricité, du service d'assainissement, d'eau, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes à savoir, qui devraient être connues du public et des journalistes. Souvent, les journalistes n'ont même pas accès à ces informations. Et donc oui, il y a un gros travail à faire là-dessus. Il faut savoir, par exemple, que le Club de Paris regroupe les principaux pays riches créanciers de la planète, fonctionne à Paris, hébergé au ministère de l'économie, et donc aux frais du contribuable français, déjà, et fonctionne de manière tout à fait antidémocratique et opaque, puisqu'il va accueillir un pays endetté, donc souvent un pays africain, un pays du Sud, qui va arriver, le représentant de ce gouvernement va arriver seul face à de nombreux représentants
du FMI, de la Banque mondiale, du Club de Paris, des institutions bancaires concernées, etc., etc. Et il va être seul face à une horde de techniciens, technocrates, on pourrait dire, et donc déjà on est dans un rapport de force tout à fait défavorable pour le pays endetté. Et en plus, ces rencontres sont opaques. On n'a pas accès aux informations qui véhiculent dans ces rencontres. Et c'est là sont discutés, par exemple, tout ce qui a trait aux accords PPTE, les pays pauvres très endettés. Et c'est là que sont, entre autres, remis en cause donc les questions des contrats d'endettement. Donc c'est très important d'avoir accès à tout ça. Voilà, donc il y a plein d'autres exemples à donner, mais le FMI aussi fonctionne de manière tout à fait opaque. On a appris seulement très longtemps après les premiers prêts accordés pour la Grèce que finalement il y avait des accords au sein du FMI pour ces méga prêts qui ont été accordés à la Grèce en difficulté il y a maintenant une petite dizaine d'années. Donc oui, ça aussi ça fonctionne de façon opaque. Idem pour la Banque mondiale. Il faudrait que ce soit accessible à toute la population, dans le journal, dans la presse et à travers des organes militants, des associations, des structures qui aient accès à ces informations parce qu'elles sont cruciales pour l'avenir politique, économique du pays. On va revenir sur le principe de la dette. À quoi vise-t-elle la dette? Une aide au développement ou un instrument d'assujettissement des pays pauvres? Thomas Sankara l'a très bien expliqué. C'est effectivement un outil de domination et un outil d'assujettissement des populations, puisque on l'a bien vu à travers le fonctionnement des pays pauvres très endettés, à qui on a accordé des effacements de dettes, mais finalement, au bout du compte, on voit que ces pays sont dans le même problème structurel d'endettement. Et ce qu'il importe aux créanciers, c'est-à-dire à ceux qui prêtent et qui reçoivent tant d'intérêts, qui s'enrichissent à travers ce système d'endettement, ce qui leur importe, c'est que le système continue. Donc on peut effacer une partie de la dette quand un pays est très pauvre, mais on ne peut pas annuler la totalité, on ne peut pas remettre en cause, pour les créanciers je parle, pour les capitalistes, on ne peut pas remettre en cause ce système-là, puisque c'est à travers ce système-là qu'on va appliquer des politiques économiques liées à cet endettement. Et c'est à travers ce système-là que des sociétés multinationales, la plupart du temps occidentales, vont aller creuser la terre du Burkina Faso, extraire son minerai et en tirer profit. Nous, on parle de système dette puisque ça fait système, c'est-à-dire que c'est un ensemble de facteurs qui servent les riches créanciers de la planète, qui sont les grandes banques, les grands investisseurs, les grandes institutions financières internationales comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et j'ai cité l'exemple du Club de Paris, mais il y en a d'autres, et les grands fonds de pension, etc. Donc ce système capitaliste profite de la situation à travers l'endettement. On voit bien que ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, c'est que le pays, même s'il est très pauvre et qu'on lui efface une partie de sa dette, continue à frapper à la porte des institutions, continue à vouloir négocier éventuellement sa dette. La dette nous rend dépendants, on en veut encore, faut s'endetter, bizarrement, c'est un cercle vicieux. Tout à fait, puisqu'on s'endette pour rembourser des anciens prêts. Et donc on parle de roulement de la dette, puisque quand la dette arrive à échéance, on doit la rembourser, mais on emprunte automatiquement à nouveau pour faire fonctionner l'État, le gouvernement et ses dépenses publiques. On parle de roulement de la dette puisque on emprunte pour rembourser, etc., etc., etc. En plus, avec le jeu des taux d'intérêt, il y a un effet boule de neige et une addiction des gouvernements qui n'arrivent pas dans la plupart du temps à vouloir comprendre qu'il faut claquer la porte de ces institutions et de dire maintenant ça suffit. Comment claquer la porte? Comment arrêter ce système? Est-ce qu'il y a une autre alternative? Oui, bien sûr, il y a d'autres alternatives et en tout cas, il faut changer le rapport de force. Il faut arrêter cette soumission, comme je disais, du seul représentant du pays africain endetté qui se retrouve devant une dizaine de responsables au Club de Paris ou à Washington, au FMI. Pourquoi est-ce qu'il faut aller en cas de crise? On voit souvent ça. C'est arrivé récemment pour l'Argentine. Le président argentin
en crise incroyable en ce moment, en grande crise, arrive à Washington aux États-Unis et va négocier avec le Fonds monétaire international. Non, il faut adopter une autre attitude, de dire que éventuellement on n'est plus prêt à négocier tant que certaines choses ne sont pas réglées, et adopter une attitude ferme vis-à-vis de ses créanciers pour changer le rapport de force. Les institutions de Bretton Woods sont-elles créées à cet effet? Quel est le rôle de ces institutions dans ce système? Donc les institutions de Bretton Woods, c'est surtout, on parle évidemment du FMI, de la Banque mondiale, elles sont là pour l'intérêt des puissants que j'ai mentionnés, puisque contrairement à qu'ils affirment de combattre la grande pauvreté sur la planète et puis maintenir un équilibre économique financier, ce sont les deux grands objectifs de ces deux grandes institutions. Bon, ça c'est ce qui est écrit sur le papier, mais en réalité, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose. Cette autre chose, c'est le maintien du système capitaliste tel qu'il est, le maintien de ces systèmes pour le bénéfice de quelques-uns au détriment de tous les autres. Et donc Thomas Sankara avait bien dit ça, avait bien expliqué ça en ce qui concerne la dette, et on reprend souvent son discours emblématique sur la question de la dette. Jérôme Duval, on entend parler de fonds vautours et la Belgique est citée en exemple. Qu'est-ce qu'un fonds vautour? Donc un fonds vautour, c'est un fonds spéculatif qui va intervenir à acheter des créances, à acheter des bons de la dette d'un pays en difficulté. Quand un pays en difficulté se trouve réellement en crise profonde, ces bons de dette ne valent pas grand-chose, et donc là, le fonds vautour va investir et il va acheter à faible coût, il va en demander le remboursement à taux plein. Racheter une dette pour réclamer 10 fois plus dans le paiement, c'est cela le système. On rachète la dette et on attend un moment favorable pour réclamer 10 fois plus par rapport au paiement, au remboursement. Comment est-ce que cela est possible? Ce qu'il faut dire sur les fonds vautours, c'est qu'ils agissent depuis longtemps dans les pays du Sud, dans les pays en grande difficulté, comme en Argentine, au Congo, en Zambie. Ils achètent cette dette à faible coût, ils en demandent le taux plein, avec des intérêts de retard et des indemnités, puisque ça arrive souvent des années, voire des dizaines d'années plus tard, et ils font des marges bénéficiaires complètement ahurissantes, qui atteignent parfois le taux de 2000%. Imagine-t-on un vendeur, un commerçant de Ouagadougou arriver à faire une plus-value de 2000%, c'est absolument astronomique. C'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Argentine. Donc c'est ce que font ces fonds vautours. Ces fonds vautours n'ont aucun intérêt au bien-être de la population concernée. Ce qui leur importe, c'est d'avoir le maximum de bénéfices. C'est des fonds opportunistes. Les crises financières sont à l'origine de ce type d'opérations. L'État émet un titre de dette. Survient une crise financière, cet État revend la dette en solde, puis ce même État retrouve une santé financière et vient renégocier avec l'acheteur, puis ça finit en justice souvent, et l'État est condamné à payer la dette, plus les intérêts, plus les pénalités et les frais de justice. C'est un peu de la sorcellerie tout ça. Oui, et en tout cas, c'est bien réel. Donc, ça va peut-être au-delà de la sorcellerie, je sais pas. En tout cas, c'est des choses qui sont bien réelles et qui amputent les États de sommes importantes qui pourraient être injectées dans la santé, l'éducation et des services nécessaires, en tout cas. Votre structure a mené la lutte en Belgique. Où en êtes-vous avec cette lutte? Est-ce qu'elle a porté des fruits? Oui, il y a eu une grosse victoire qui a été obtenue il n'y a pas si longtemps que ça, puisque il faut savoir qu'en Belgique, on a adopté, grâce entre autres au travail du CADTM et d'un juriste du CADTM que je salue ici, Renaud Vivien, qui a fait un gros travail pour influencer les travaux pour l'adoption d'une loi qui freine la spéculation des fonds vautours. Et donc le résultat, ça a été que cette loi a été votée
et c'est la loi la plus restrictive sur cette question dans le monde entier. Et donc, c'était une grande victoire déjà que la Belgique adopte cette loi. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est que suite à l'adoption de cette loi, qui est une avancée pour la population en Belgique, puisque ça concernait l'action des fonds vautours éventuellement en Belgique, ça a été une avancée extraordinaire puisque, comme je disais, ça protège la population. Et fait incroyable, un fonds vautour qui s'appelle NML Capital a attaqué cette loi belge via le Conseil constitutionnel. Et ce fonds vautour NML Capital appartient à Paul Singer. Il faut savoir que c'est un fonds spéculatif. Qui est Paul Singer? C'est le représentant de ce fonds spéculatif, fonds vautour, et c'est un milliardaire qui est le premier fournisseur du Parti républicain, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il non seulement il fait ses activités spéculatives sur la dette des pays pauvres, mais aussi il finance les campagnes électorales aux États-Unis du Parti républicain qui ont né d'illustres présidents au pouvoir comme Bush et tant d'autres. Donc c'est impuissant du monde des finances. Et oui, exactement, oui. Et donc ce fonds vautour de Paul Singer qui s'appelle NML Capital a attaqué en justice la Belgique au Conseil constitutionnel, au tribunal constitutionnel, pour dire cette loi enfreint le droit de propriété, donc des valeurs qui leur sont chères, pour attaquer cette loi qui était pourtant une avancée importante en la matière. On a mené bataille avec des avocats compétents, persévérants, et grâce à leur combat, on a pu obtenir une victoire au tribunal constitutionnel et le fonds vautour en question a été débouté. Donc c'était une grande première, une grande victoire, et suite à ça, on a continué la bataille en voulant internationaliser cette loi contre les fonds vautours, puisqu'il y a d'autres pays, notamment l'Angleterre et la France, qui ont des lois sur cette question-là, mais qui ne vont hélas pas aussi loin que la Belgique. Et donc on appelle les différents pays qui veulent aller dans ce sens à adopter des lois qui soient similaires, ou en tout cas qui freinent l'action spéculative des fonds vautours, puisque sinon ça peut être vraiment très 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 dangereux pour la santé financière de ces pays. Vous tirez la sonnette d'alarme sur le danger imminent d'une future crise de la dette dans les pays du Sud, et le Mozambique est cité un exemple. Le Mozambique a effectivement dû récemment arrêter de payer puisqu'il était en situation financière tout à fait difficile. Il y a actuellement une crise depuis 2007, vous savez, une crise qui a éclaté aux États-Unis avec les subprimes, et puis en Europe, et puis sur toute la planète, une crise importante qui n'est toujours pas finie. Et au-delà de ça, on sent déjà les prémices d'une nouvelle crise. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner. La conjonction de ces deux crises, c'est-à-dire une nouvelle crise qu'on sent venir et la crise de 2007-2008 qui n'est toujours pas résorbée, mais ça pourrait être assez dangereux, notamment via deux facteurs qui ont déclenché la crise de la dette en 1982, la crise de la dette qui a affecté lourdement et de manière durable les pays du Sud, comme le Burkina Faso. C'est la baisse du prix des matières premières pour lesquelles on avait incité ces pays à se spécialiser, comme le coton pour le Burkina Faso, et on a incité, ces mêmes institutions financières ont poussé à ce que ces pays soient spécialisés dans la rente de ces matières premières pour avoir des devises pour rembourser la dette. Donc, quand on se trouve face à une dégringolade des cours de ces matières premières, ça devient problématique. À cela s'ajoute un deuxième facteur qui est l'envolée des taux d'intérêt. Et donc, quand il y a une hausse des taux d'intérêt, évidemment, ça devient plus cher, le remboursement est plus cher, etc. Donc, ça devient plus difficile, mais quand les deux facteurs sont liés, ce qui semble dans certains cas être le scénario qui se dessine, même si c'est pas semblable pour toutes les matières premières, il y a des matières premières différentes, mais toujours est-il qu'on est dans un scénario inquiétant, puisqu'il y a déjà une montée des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine qui implique
une montée des taux sur toute la planète pratiquement. Jérôme Duval, on est pris par le temps, nous sommes presque à la fin de l'émission. On va juste vous poser une dernière question. Quelles sont vos futures actions en Afrique? Il y a eu une rencontre donc à Bamako avec beaucoup d'acteurs de la société civile et du réseau CADTM, avec Fatou, que je salue, du ballet citoyen du Burkina Faso, qui était aussi là-bas. Donc les prochaines étapes, je sais qu'il va y avoir des rencontres. Le réseau CADTM Maroc est très actif, notamment sur la lutte des femmes contre le microcrédit. Il y a eu récemment une tournée sur la sortie du livre en arabe de Nicolas Cerciron sur dette et extractivisme. Donc Nicolas Cerciron était invité par le réseau Maroc pour présenter son livre, suite à la traduction en arabe de son livre. Et les futures étapes, on a un programme chargé. En tout cas, il y a de nombreuses rencontres qui sont prévues. Quel appel avaient les OSC et les Africains à Gela par rapport à cette lutte pour la remise de la dette? On appelle évidemment tous les acteurs des mouvements sociaux à se mobiliser face aux injustices et à toute forme d'oppression, qu'elle soit par le système de la dette dans lequel nous on est impliqués. Mais ce que je voulais dire, c'est que la dette, c'est un système qui a diverses facettes, qui touche les femmes qui sont les premières impliquées des politiques qui sont liées au programme d'endettement des pays pauvres. Et donc il faut appuyer les luttes féministes. Il faut que la population reste vigilante par rapport aux politiques qui sont imposées à son encontre et au système d'aide qui l'opprime. Et il faut, quand cela s'avère nécessaire, descendre dans la rue. Et comme il semblerait que ce soit ce qu'on essaye de faire maintenant en France. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Jérôme Duval de CADTM. Et merci de nous avoir reçus. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, à la RTB et à tous les Burkinabés. J'espère que l'héritage de Thomas Sankara va encore perdurer longtemps et je le vois en tout cas bien présent aujourd'hui. Ça réchauffe les cœurs. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendrebeogo.